Bonjour à tous, très enchanté de partager cette présentation avec vous et avec du coup Simon et Lionel. Effectivement, on est un peu une présentation qui est un peu prise par le temps, donc je vous propose sans plus attendre d'attaquer et sans plus de formules de politesse, y compris, c'est vrai qu'on aurait pu prendre 2 minutes pour présenter Pose de Grévert et Solagro. On verra si on a le temps d'y revenir plus tard. Voilà, je me propose d'être assez efficace dans la présentation. Du coup, effectivement, comme l'a souligné Marinette, ça risque d'être un peu soutenu. Je m'en excuse par avance. On va essayer d'arriver à la fois être soutenu et pédagogique, sachant qu'effectivement, le contexte qu'a rappelé Marinette nous impose un exercice pas forcément enfin, maintenant, il est fait puisqu'on a préparé la présentation, mais avant, pour préparer la présentation qui n'était pas forcément évident, parce qu'il y a deux niveaux dans l'étude. Il y a un niveau interrégional et un niveau propre à la région Auvergne-Rhône-Alpes, sachant qu'il y avait quand même des éléments du cahier des charges d'Auvergne-Rhône-Alpes qui se retrouvaient dans les demandes de la dimension interrégionale. Donc, on a pris le parti pris ce soir, et parce qu'on pense que en fait, Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas déconnecté des dynamiques interrégionales. Donc, on a pris le parti ce soir de vous présenter les deux niveaux, ce qui fait que c'est pour ça qu'on est un peu chargé. Mais je pense que c'est quand même le cœur du sujet est quand même d'arriver à vous présenter les deux niveaux, sachant que quand on parle des deux niveaux, il y a aussi, c'est rappelé dans la présentation, hein, il y a aussi deux logiques différentes. Hein. Dans la logique interrégionale, on est vraiment sur une analyse à l'échelle d'un territoire un peu macro. Ça consiste essentiellement à identifier les principaux acteurs, à analyser leur capacité de production par rapport à un marché actuel et un marché futur. Et quand on dit futur, on se place plutôt dans du moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 2030, donc ça fait quand même une décennie. Donc on est vraiment dans de l'analyse prospective pure avec toutes les limites que ça comporte. Et on va voir qu'avec une méthode où il y a très peu de création de données, où il faut arriver à compiler de la donnée qui est existante, soit auprès des acteurs, soit auprès de précédentes études. Donc ça, c'est le premier niveau interrégional. Et à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, on est plus, le terme avait été employé au premier comité de pilotage, donc je me permets de le reprendre ici, à quelque chose qui s'apparente à une étude de marché. Alors, on ne peut pas aller aussi finement, pardon, mais on est vraiment sur quelque chose sur un temps court, où on va interroger les consommateurs de BIBE sur leurs perspectives de consommation à l'horizon 2025. Il y avait en Auvergne-Rhône-Alpes deux analyses complémentaires qui ont été rendues auprès de Fibo-Aura que je ne prendrai pas le temps de présenter ce soir. Voilà, pour différentes raisons, pardon, mais notamment pour des questions de temps et de timing. En termes de méthodo, j'en me permets d'en dire deux mots parce qu'il y a quand même pas mal de choses à comprendre dans ce qu'on a mis en œuvre. Ce que j'ai dit en préambule, c'est qu'il y a très peu de création de données propres. L'objectif, c'était d'appuyer, que ce soit l'analyse interrégionale et l'analyse régionale Aura, de l'appuyer sur des enquêtes auprès essentiellement d'entreprises, acteurs associatifs et institutionnels. Donc, il y a eu plus de 50 contacts qui ont été passés, et tout ça pour analyser en tout 13 débouchés. Alors, je vous passe la liste qui est là, hein, vous pouvez la lire, hein, mais on va de toute manière la reprendre dans l'ordre point par point, avec des choses dont voilà, entre guillemets, il n'y avait pas beaucoup à creuser dans la mesure où c'est des choses qu'on connaît et des choses peut-être un peu plus novatrices. Et c'est notamment Simon qui aura la charge de vous présenter cette partie-là sur la pyrogasification, la chimie verte, où là c'est un petit peu plus nouveau et du coup il y a un champ prospectif qui est relativement large. Voilà. Donc 13 débouchés analysés essentiellement à partir d'enquêtes. C'est d'ailleurs une des principales limites à la mission, pour lequel on n'est pas totalement naïf dans ce protocole méthodologique, c'est qu'il y a un jeu d'acteurs hein, qui se met entre les acheteurs et les vendeurs. Donc c'est parfois compliqué dans ce contexte concurrentiel d'arriver à avoir le vrai du faux. Donc ça c'est propre à la méthode.
Il y a aussi le cadre qui est pas forcément, voilà, qui peut être mouvant, hein. Qu'est-ce qu'on entend par BIBE? Est-ce que le classe A, le classe B, on y rentre là-dedans ou pas? Alors, on serait tenté de dire non, mais il y a quand même des utilisateurs qui peuvent utiliser indifféremment du BIB forestier et du classe A, classe B. Donc, des fois, on a quand même des vases communicants. Bon, il y a d'autres limites avec les produits d'emballage, avec les pinces contreplaquées. Donc, voilà, il y a aussi ça qui est un peu fluctuant. Mais j'ai envie de dire, ce qui a été le plus compliqué, je ne vais pas m'y attarder plus, mais ce qui a été le plus compliqué, c'est effectivement de mener cette étude dans un contexte post-crise sanitaire avec des effets conjoncturels très forts et très inhabituels qui complexifient la lecture et qui complexifient le fait de réaliser une analyse plus sur des tendances structurelles et pas conjoncturelles. Donc voilà, ça c'était une des principales limites dont il faut avoir conscience dans l'analyse des résultats et des données qui vont vous être présentées aujourd'hui. On va avoir un premier temps relativement long sur la dimension interrégionale parce que ça rejoignait des préoccupations d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on est plutôt, ce que je dis, à une analyse à 2030 et plutôt une analyse de dimension interrégionale, voire nationale dans la plupart des cas, d'identification des acteurs et essayer de tracer les plus grandes lignes tendancielles de consommation. C'est toujours un exercice particulier de parler seul et de ne pas avoir de questions en temps réel. Donc, j'espère que je suis suffisamment audible et compréhensible pour tout le monde. Donc, le premier débouché qui a été analysé, bon, je m'y attarde pas, je vais me permettre de passer relativement rapidement, c'est la production de pâte à papier. Je crois que je surprends personne en disant qu'effectivement, c'est une industrie qui consomme depuis une dizaine d'années de moins en moins de bois, lié à plusieurs facteurs hein, que vous imaginez assez facilement, la question de la compétitivité de l'industrie française, mais plus largement le fait de consommer moins de papier et de recourir à du papier, enfin de la pâte à papier issue de papier recyclé, papier et carton recyclé, qui fait qu'on consomme moins de bois pour faire de la pâte à papier. C'est vrai dans d'autres pays et c'est vrai en France. Donc c'est une érosion relativement régulière, voilà, avec néanmoins des papeteries, en tout cas des sites industriels qui réfléchissent soit des reconversions, soit des diversifications d'activités. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir une baisse brutale de la consommation. Hein. C'est l'exemple de Fibre Excellence à Tarascon, hein, typiquement. Ça veut simplement dire qu'il y a quand même un risque qui est très important sur ces sites-là. Et que s'ils ferment, évidemment, ça fait un gros consommateur en moins d'un coup, ce qui n'est peut-être pas le cas pour d'autres débouchés. Je me permets de passer rapidement là-dessus parce que je pense que sur ce débouché-là, j'enfonce des portes ouvertes ou en tout cas, j'illustre peut-être des choses que vous aviez en tête. Un débouché qui est peut-être moins connu, alors pour les acteurs qui sont vraiment dans la filière, ça reste quand même, en tout cas pour ceux qui sont d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est peut-être moins le cas en dehors, connu, mais c'est la production de silicium métal. Alors là, le bois est utilisé non pas comme combustible, mais comme réacteur carbothermique. Ils ont besoin de carbone, entre guillemets, pour extraire la silice du quartz. Et ils ont besoin de beaucoup de bois hein, sur les 5. Donc, c'est une seule entreprise, enfin un seul groupe industriel qui a 6 usines en France, dont 5 qui vont consommer du BIBE et qui va produire à peu près 100 à 130 000 tonnes de silicium, de MG silicium, et qui va nécessiter à peu près 250 000 tonnes de BIBE. Donc c'est à la fois pas négligeable, et par contre ça reste quand même beaucoup moins qu'une papeterie, mais ça reste quand même pas négligeable. Sachant que, et là c'est un élément de contexte que, pareil, les acteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas beaucoup ont en tête, c'est un secteur très fortement concurrentiel, la production de silicium métal, j'entends. Faut savoir qu'on ne fait pas directement, parce qu'on fait rapidement le raccourci dans sa tête, on ne fait pas directement des panneaux photovoltaïques à partir de silicium métal, hein, il faut encore purifier ce silicium métal pour qu'il soit utilisable dans les panneaux photovoltaïques. Néanmoins, c'est la matière première indispensable
qui va être ensuite purifié. Et il y a un dumping plus que très marqué de par la Chine, qui écrase le marché à la fois en termes de volume produit et également en termes de prix. J'ai pas mis le graphique ici, mais ils ont des prix ultra compétitifs qui contraignent fortement l'industrie, notamment occidentale, que ce soit aux États-Unis, en Norvège et en France, avec donc le groupe Ferropem, qui est l'industriel français qui a les 6 usines en France, qui a annoncé au printemps dernier la fermeture de 2 usines dont la consommation cumulée fait à peu près 75 000 tonnes de BIBE. Alors, c'est pas trop ce que ça va engendrer concrètement, puisqu'après, bon, il y a toutes les tractations dont on n'est pas dans le secret des dieux. Faut savoir quand même à titre d'information, mais je le rappelle juste comme ça, que le silicium métal, pour différentes raisons, mais notamment le besoin en quantité importante pour la transition énergétique et pour le risque également d'approvisionnement, la forte dépendance à l'importation, la Commission européenne et le BRGM au niveau national a classé le silicium métal comme matière première critique. Donc on n'est pas dans une industrie dans un débouché final qui est le silicium métal qui se porte mal. Au contraire, il est très sollicité, très demandé. Mais là, on a réellement entre guillemets un problème de compétitivité, et je jette la pierre sur personne, c'est pas l'objet ici, mais de l'outil productif français et qui entre guillemets met en danger ce consommateur de BIBE. Typiquement, je dis 2 mots aussi. Alors voilà, pour des raisons évidentes de temps, je ne l'ai pas mis dans la présentation. Il y avait également un volet de caractériser la ressource qui est utilisée industriel par industriel, enfin consommateur par consommateur. L'anecdote ici, c'est que cette industrie de production de silicium métal souhaiterait des bois écorcés, de la grosse plaquette écorcée. Voilà, c'est son besoin originel, sauf qu'ils ne sont pas en mesure de mettre le prix pour ce produit-là, en tout cas pour la totalité de leurs appros. Donc, c'est des gens qui, par défaut, vont essentiellement consommer de la plaquette forestière, produit non écorcé. Voilà, donc c'est une illustration de à quoi est soumis cet industriel-là. Ensuite, et toujours pour maintenir un rythme relativement soutenu, je m'en excuse une nouvelle fois, mais on a passé également au crible la consommation, enfin l'utilisation de BIBE pour la production de granulés, étant entendu que effectivement la principale source d'approvisionnement des unités de granulation, ça reste la sciure, mais que compte tenu des difficultés à répondre à l'augmentation croissante de la demande par une quantité de sciure suffisante, il y a une diversification des approvisionnements qui va grosso modo de l'utilisation de plaquettes de scierie parce que c'est de la plaquette écorcée et qu'il leur faut un produit écorcé. Donc ça, une grande majorité des usines de production de granulés sont maintenant équipées pour accueillir de la plaquette de scierie, la transformer en sciure et ensuite la transformer en granulé. Et il y a également une diversification pour aller jusqu'à utiliser du billon écorçable par définition, qui ne va pas être simplement broyé, mais qui va être écorcé, broyé et ensuite transformé en sciure. Donc c'est pour ça qu'ils ont été inclus. Ce sont des consommateurs potentiels de BIBE, d'autant plus que c'est un consommateur qui a une demande de plus en plus forte et de plus en plus croissante. On va y revenir. On a inclus dans le périmètre de l'analyse, je pourrais revenir dans les questions parce que je vais pas forcément détailler, mais deux filières au sein de la filière granulée, ce qu'on appelle le white pellet, le pellet classique, pellet blanc, qui est simplement de la sciure compressée pour faire court, sans traitement préalable de la biomasse, et le black pellet qui va nécessiter un traitement préalable de la biomasse, soit par torréfaction, soit par vapocraquage. On pourra y revenir. Donc on a analysé ces deux débouchés-là, étant entendu que la finalité c'est de la production de granulés. Donc ça, en termes de produits finis, ça reste dans les deux cas du granulé, avec par contre
les utilisateurs qui diffèrent légèrement. On pourra y revenir si vous avez des questions. Par contre, sur le produit de départ, en tout cas sur les tests qui sont faits pour la production de Black Pellet, il y a la volonté d'essayer de pouvoir mettre de l'écorce dedans pour justement utiliser des ressources que n'utiliserait pas le White Pellet. Donc c'est pour ça qu'on l'a inclus, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule usine en capacité, entre guillemets, industrielle de produire du Black Pellet, qui a démarré à Pomac. Voilà, vous l'avez en violet sur la carte. Bon, quand on dit qu'elle a démarré, c'est un peu compliqué parce qu'elle est toujours en phase de test et c'est une usine qui a la possibilité de produire du white et du black pellet. Donc voilà, les quantités effectivement produites de black pellet ne sont pas forcément connues. Voilà, en termes de propos introductifs de pourquoi on a inclus le granulat à l'analyse. Vous avez sur la partie droite, que vous avez peut-être pris le temps de regarder, on a fait l'exercice à l'échelle de chaque région française en lien avec Propelé, que je me permets de remercier ici. Je n'ai pas vu que Eric était présent, donc je le fais d'autant plus. Nous a permis donc d'essayer de faire un petit bilan de l'état des lieux de la production en 2020, des capacités de production, parce qu'il y a toujours un delta entre ce que les usines produisent et ce qu'elles sont en capacité de faire, sachant que ce qu'elles sont en capacité de faire, c'est aussi sujet à discussion, hein, parce que du coup, est-ce que c'est des usines qui tournent en 2.8, en 3.8, est-ce qu'elles peuvent facilement rajouter une ligne ou pas? Enfin voilà, c'est toujours un peu limite comme données analysées, mais on l'a inclus quand même. Et versus, entre guillemets, cette production et cette capacité de consommation, de production, versus une estimation de la consommation à l'horizon 2025 qu'on a fait à l'échelle nationale et à l'échelle régionale pour les 3 régions PACA, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc ça, c'est le graphique que vous avez en bas à droite. Hein. Donc une courbe qui a quand même une forme exponentielle, en tout cas à l'échelle nationale. Grosso modo, retenez que les perspectives de consommation, c'est x2 à l'horizon 2025. Donc là, je parle bien de consommation de granulés, donc consommation finale, sachant que ensuite on convertit ces tonnes de granulés en tonnes de BIBE. Alors là, c'est un défaut de langage de ma part. C'est en tonnes de BIBE plus sciure. Voilà. On n'est pas allé dans le détail des plans d'appro de chaque usine, donc on n'est pas capable de distinguer dans la consommation totale ce qui sera de la sciure et ce qui sera du BIBE. On a simplement projeté les consommations totales de bois des usines de granulés à l'horizon 2025 en fonction de ce qu'elles auront à produire. Donc ça voudrait dire qu'on serait dans entre guillemets, dans un circuit fermé. Hein. Ce sont les usines françaises qui produisent pour les consommateurs français. Voilà. Donc là, on est vraiment typiquement dans une analyse prospective type, avec toutes les limites que cela comporte, mais on voit quand même que ce sont des industriels qui vont avoir des besoins en biomasse, que ce soit sous forme de sciure ou sous forme de plaquettes de scierie ou sous forme de bion, qui vont être relativement importants à très importants dans des horizons possiblement courts, 2025. Je me permets d'avancer, toujours un peu sans filet puisque j'ai pas vos réactions, donc j'espère être relativement clair. Un quatrième débouché qui a été analysé, et pas des moindres, hein, ce sont les producteurs de panneaux. Donc voilà, à chaque fois, toujours le même exercice de pouvoir géolocaliser les principaux consommateurs. Donc vous l'avez à la fois sous forme de carte et à la fois sous la forme de tableaux récapitulatifs. La géolocalisation, j'en dis 2 mots parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, elle permet aussi de voir qui va consommer quoi, parce qu'on a des rayons d'appro sur ces produits BIBE qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, jamais très très grands. Voilà, on est sur des maximums de 200-250 km et bien souvent sur moins de 100 km. Donc géolocaliser les usines nous permet d'imaginer par débouché qui va demander quoi. Voilà.
la production de panneaux, si on se... Alors, j'ai bien conscience que les données Eurostat ne sont pas toujours les plus pertinentes. Elles ont le mérite d'exister et en termes on va dire, de tendanciel, je pense qu'elles reflètent quand même une certaine réalité et surtout, on va le voir pour les panneaux, elles ont le mérite, pardon, d'avoir une seule et même donnée à l'échelle européenne, ce qui peut avoir une influence parce que pour le coup, sur le produit fini, il y a pas mal de transport, donc c'est intéressant d'avoir cette vision européenne. Ce qu'on constate, c'est que la production française de panneaux, depuis une quinzaine d'années, elle est en baisse. Donc là, on n'est pas en mètres cubes de boiron hein, pour les forestiers, on est vraiment en mètres cubes de panneaux. C'est plus marqué pour les panneaux de contreplaqué et pour les panneaux de particules, sachant que dans Eurostat, l'OSB est inclus dans les panneaux de particules. Hein, donc mentalement, il faut faire l'exercice d'inclure l'OSB aux panneaux de particules. C'est beaucoup moins marqué pour les panneaux fibres, déjà parce qu'on en produit moins, donc forcément une évolution sur une plus petite volume, c'est moins marqué. Et on va y revenir, c'est aussi peut-être sous l'effet de l'émergence des isolants biosourcés, des panneaux isolants en fibre de bois, puisqu'on va voir qu'on a une tendance, pour le coup, à la consommation qui est relativement importante, avec 3 usines de production en France qui ont toutes les 3 des projets, soit qu'elles ont réalisé, soit qu'elles sont en train de réaliser, soit qu'elles vont réaliser des projets de développement, donc ce qui témoigne de cette dynamique, au moins sur ce segment-là. Ce qu'on constate, et c'est là où je dis que c'est relativement intéressant d'avoir cette vision un peu européenne et de replacer les capacités de production française et la production française à l'échelle européenne, c'est que ces 22% de production en moins, production française, on ne les retrouve pas au total à l'échelle européenne, puisque globalement, l'Europe produit plus de panneaux qu'il y a 15 ans, à peu près 6% en plus. Et que les seuls qui n'ont pas baissé, voire qui ont beaucoup augmenté, c'est ce que nous, on a qualifié de bloc Est, qui regroupe la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. C'est beaucoup la Pologne dans ces pays-là. Voilà. Mais ce qui témoigne d'une dynamique très forte et entre guillemets, alors c'est moins marqué que pour le silicium, hein, mais une forme de dumping, hein, en tout cas sur les produits les plus standards. Un dumping de ces pays-là et qui viennent vraisemblablement sur le marché français. Et ça a été confronté et partagé avec les entreprises qu'on a contactées, avec lesquelles on a échangé. Pour pas trop surcharger la présentation, on a également regardé la comparaison entre production et marché français et taux d'export. Ce qu'on constate, et c'est assez surprenant, c'est que normalement, ce qui est assez classique, c'est que quand le marché se rapproche de la capacité de production, ce qu'on a un marché français qui est légèrement en deçà de la capacité de production française, ce qui est déjà un signe entre guillemets de bonne santé. Hein, on est capable de produire plus que ce qu'on consomme. Par contre, vous aurez hein, dans la présentation que Marinette pourra vous envoyer en PDF suite à, vous l'aurez le graphique, hein, mais je le commente ici. Ce qui est relativement intéressant et surprenant, c'est que depuis 2014-2015, on a un marché, donc une demande qui est en augmentation, production qui est relativement stable. Hein, là, je parle vraiment à l'échelle française. Or, on a toujours un taux d'export qui continue à augmenter. Et du coup, par corollaire, un taux de couverture, c'est-à-dire la capacité de l'industrie française à répondre au marché français, un taux de couverture qui continue à baisser. Ça, c'est relativement surprenant et ça tendrait à s'expliquer à la fois lors de nos échanges au COPIL et lors de nos échanges directs avec les entreprises. Ça tendrait à s'expliquer par le fait qu'en fait, il y a surtout un défaut de compétitivité, j'aime pas employer ce terme, mais ça reflète bien la réalité, sur les produits les plus standards, les plus consommés, et du coup des entreprises françaises qui, alors là je parle au conditionnel, on n'a pas pu, il y en a beaucoup, il y en a une trentaine, hein, en tout cas pour les principales, on n'avait que 50 contacts pour 13 débouchés, donc on n'a pas tout vérifié, mais on aurait tendance à penser que les entreprises françaises se concentrent
plutôt sur des marchés de niche à haute valeur ajoutée. Donc, on produit moins de panneaux, mais sur des choses qu'on va vendre un peu mieux à l'unité, y compris à l'export, puisqu'on continue d'avoir un taux d'export relativement important. Ce constat-là, il a une importance pour la suite, parce que quand on fait l'analyse prospective, il faut avoir conscience aussi de comment fonctionne notre industrie et notre matériel productif français pour analyser les tendances prospectives. Est-ce que l'industrie française va pouvoir répondre aux éventuelles augmentations de demande? Sachant qu'en termes de panneaux, là, j'apprends rien à personne, en tout cas, je l'imagine comme ça. Il y a 4 utilisations possibles, hein, l'emballage, divers bricolages, le meuble et la construction. On n'est pas allé jusqu'à analyser ces 4 utilisations, on a analysé les 2 principaux, que sont la construction et le meuble. Si on commence par le meuble, et toujours pour garder ces chiffres relativement soutenus, c'est dur d'y voir relativement clair dans le marché du meuble. C'est quelque chose qui fluctue beaucoup d'une année sur l'autre. Ce qu'on constate, c'est que ça semble quand même relativement bien corrélé au marché de la construction neuve, ce qu'on peut aussi facilement comprendre, hein. On a besoin de s'équiper en meubles plutôt quand on rentre dans une construction neuve. Et alors, c'est là, et je fais une parenthèse que je vais rapidement refermer, c'est juste pour illustrer la difficulté de se dégager de quelque chose de conjoncturel par rapport à du tendanciel, à du structurel. C'est qu'il s'avère qu'effectivement, quand on a interrogé les entreprises qui font du meuble aujourd'hui, qui font des panneaux pour ensuite avoir des clients qui ensuite vont monter des meubles, ils nous ont dit qu'ils avaient une demande extrêmement soutenue aujourd'hui, ponctuellement. Qu'ils expliquaient, alors c'est assez rigolo, c'est plus pour l'anecdote, hein, mais par un double effet, hein, le fait que les gens, lors du confinement, ont plutôt épargné, ont plutôt fait beaucoup de télétravail, donc ils ont quand même vu un peu, ils ont été chez eux beaucoup plus que quand ils travaillaient. Et du coup, à la fin de cette période de confinement, ils avaient, je le résume, hein, ils avaient à la fois des moyens financiers et à la fois, entre guillemets, des meubles sur lesquels ils en avaient un peu marre de voir les mêmes, leur cuisine, les meubles de salle de bain, etc. Donc, pour le coup, ce que je dis là sur une corrélation entre la construction neuve, qui pour le coup a plutôt été en baisse l'année dernière, et le marché du meuble, a été pas vrai, on va dire ponctuellement, pour 2020, voire encore aujourd'hui 2021. Voilà. Mais si on part de ce principe de corrélation entre la construction neuve et le marché du meuble, ce qu'on constate sur la construction neuve, et c'est dans tous les exercices prospectifs, au-delà de ce qu'on a pu réaliser nous, c'est à chaque fois une hypothèse de base, c'est une tendance structurelle à une baisse du marché de la construction. C'est constaté depuis une dizaine d'années, hein, le nombre de permis de construire est en baisse moyenne chaque année d'à peu près 1% par an à l'échelle nationale. Et l'INSEE, dans toutes ses études prospectives sur l'évolution démographique, table également sur une baisse de la population et du coup, en tout cas un ralentissement, pas une baisse, mais un ralentissement de la population, du coup un ralentissement du marché de la construction neuve. Ça, associé au fait que, et là pareil, hein, j'enfonce peut-être des portes ouvertes pour certains, une très forte concurrence internationale avec, pour le coup, une balance commerciale largement déficitaire qui s'est dégradée continuellement depuis les années 90. On a fait l'hypothèse et retenu la conclusion qu'on aurait peu de perspectives de consommation supplémentaire de BIBE pour faire des panneaux qui iraient faire du meuble. Voilà. Donc, essentiellement, des panneaux de particules et des panneaux fibres. Voilà. Donc, ça, c'est une des conclusions que nous, on a prises. Sur le marché de la construction, en toute transparence, on n'avait pas les moyens et le temps matériel de refaire une analyse entre guillemets à notre sauce. Il y avait surtout un gros travail qui avait été fait en 2019, donc relativement récemment, du BIPE et de FCBA pour l'ADEME, Codifap et France Bois Forêt,
qui avait justement fait cet exercice d'évolution du marché de la construction bois à l'horizon 2035 et 2050. Sachant qu'effectivement, pour la construction bois, ils sont aussi partis sur des hypothèses de baisse de la construction neuve, mais avec une augmentation des parts de marché du bois dans la construction, donc suivant différents scénarios. On pourra y revenir ensemble si vous voulez que je vous détaille un peu scénario par scénario les hypothèses qui ont été prises. Voilà, moi je vais me limiter ici aux grandes tendances. Donc ils ont fait ça, l'exercice à la fois pour d'un côté l'utilisation du bois en structure. Donc là, ça inclut aussi le bois d'œuvre, hein, on est d'accord, hein. Donc bois en structure et fibres de bois isolantes, ça c'est le graphique de gauche. Et l'exercice pour tout ce qui est aménagement intérieur hors meuble, pardon, c'est les parquets, les lambris, les choses comme ça. Sachant que en termes de panneaux, ce qui nous intéresse, pour tout ce qui est construction, ça va être beaucoup de l'OSB et de la fibre, notamment en isolation, alors que pour tout ce qui est aménagement intérieur, c'est beaucoup du panneau de particules et du panneau fibre, mais haute densité, notamment pour des parquets contre-collés, des choses comme ça. Voilà, donc vous avez ces évolutions tendancielles. Alors les graphiques, la représentation graphique cache un peu quand même une différence entre les deux, c'est-à-dire que les deux, on voit une augmentation, sauf que l'échelle de gauche n'est pas la même, donc je vous invite aussi à regarder en pourcentage ce que ça représente. Ce qu'on constate, c'est que sur le graphique de droite, donc pour tout ce qui est aménagement intérieur, oui, hors schéma scénario tendanciel, on a une augmentation, mais elle est quand même moins marquée que pour ce qui est de la construction. Et je vous le rappelle, hein, construction, c'est essentiellement OSB et panneaux fibres, notamment fibres isolantes, où là, on a des tendances d'augmentation qui sont beaucoup plus marquées, quels que soient les scénarios, sauf pour le tendanciel, où par définition, on ne fait pas évoluer, pardon, les parts de marché, et par conséquent, on n'augmente pas la consommation de bois. Voilà. Donc voilà, il faut bien, l'échelle est trompeuse et du coup la forme du graphique est trompeuse. Il y a quand même une augmentation plus marquée pour l'utilisation de bois comme en construction, pardon, et en isolation. Donc ils ont fait la somme de tout ça et ils l'ont converti en mètres cubes de panneaux, en plus ou en moins. Voilà, quels que soient les scénarios, on a quand même une augmentation du panneau, de la consommation de panneaux entre 200 à 500 000 mètres cubes, suivant le scénario considéré, ce qui n'est pas négligeable. Et il faut toujours tenir compte de la conclusion que j'ai faite précédemment, vraisemblablement, essentiellement pour une utilisation en construction et en isolation. Ce qui est corrélé avec les discussions qu'on a pu voir avec les entreprises du secteur. Sachant que, je me permets toujours de faire des rappels, hein, parce que tout ce que j'ai dit avant a quand même un intérêt, la capacité des entreprises françaises à répondre à cette augmentation se fait dans le contexte de concurrence, notamment européenne, que j'ai décrit précédemment. Hein. Donc on n'est pas en mesure de traduire ça en tonnes de BIBE supplémentaires garanties. Voilà. En tout cas, dans le cadre de cette analyse interrégionale. On reviendra sur des chiffres région Aura tout à l'heure. Je continue avec ce rythme relativement soutenu et tous ces chiffres. Je m'en excuse. On y a aussi également un débouché qui a été regardé, c'est la production de béton bois qui vise, et pareil, je prends un raccourci, mais entre guillemets, à remplacer les granulats traditionnels, sable et gravier, on va dire pré-mélange, pour faire du béton, à le remplacer par du bois. Voilà, alors après, chacun a un peu sa technique pour faire ça. Je ne garantis pas que notre vision du secteur est totalement exhaustive sur les 3 entreprises qui ont été identifiées, parce que c'est quand même quelque chose qui est en fort mouvement, pardon. Et du coup, voilà, il y a peut-être des projets qu'on n'a pas identifiés. Toujours est-il que les 3 acteurs connus qui soit commercialisent, soit sont en train de porter des projets pour commercialiser,
des solutions béton-bois sont les 3 qui sont représentés sur la carte. Là, pour le coup, l'exercice prospectif est relativement difficile à faire, c'est-à-dire que il y a plusieurs effets à faire modifier les uns par rapport aux autres. Donc, on l'a vu, le marché de la construction neuve est relativement en baisse. En tout cas, dans tous les scénarios, on part sur une baisse du marché de la construction neuve. On est aussi cohérent avec les hypothèses qui ont été prises pour les panneaux précédemment, hein, c'est-à-dire que si le bois prend des parts de marché, il va le prendre essentiellement sur le béton. Donc, on peut imaginer une baisse de la consommation de béton au global. Et néanmoins, on peut imaginer que ces matériaux biosourcés, l'utilisation de béton-bois est amenée à augmenter dans la construction, notamment sous l'effet de la nouvelle réglementation thermique qui fait la part belle à ces matériaux biosourcés. Donc ça, c'est un résumé un peu très synthétique de ce qu'on a fait varier pour établir les graphiques que vous avez à droite, qui sont, donc là, c'est les graphiques à l'échelle régionale de consommation de béton de bois à l'horizon 2030. Donc, vous avez sur le graphique en haut à droite la consommation de béton de bois et en bas à droite une estimation de ce que ça représenterait en tonnes de BIBE. Voilà. Donc là, on est à l'échelle régionale qu'on a transposé, en tout cas, on a fait l'exercice à l'échelle nationale avec une consommation de BIBE pour produire du béton-bois estimée entre 100 et 150 000 tonnes à l'horizon 2030. Un autre débouché qui est peut-être plus évident pour pas mal de gens, c'est l'utilisation pour la production d'énergie thermique. Énergie thermique et ou électrique, j'aurais dû mettre, puisqu'effectivement, on ne s'est pas limité, étant entendu que pour faire de l'électricité par cogénération, il faut brûler le bois pour faire de l'énergie thermique et faire de la vapeur d'eau. Là encore, je prends un raccourci. Donc là, vous imaginez bien que ça fait quand même beaucoup de consommateurs potentiels à l'échelle nationale. Donc pour faire l'exercice prospectif, on s'est simplement limité aux études à la fois nationales à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie et à la fois aux échelles régionales avec les schémas régionaux biomasse, de retranscrire les perspectives de consommation à l'horizon 2030, donc qui sont traduits dans le tableau de droite que je ne vais pas nécessairement commenter. Étant entendu quand même, et là je refais aussi un lien avec l'exercice de caractérisation qui nous était demandé, que pour faire de l'énergie, la présence d'écorce n'est pas un facteur limitant, ce qui fait qu'on est quand même sur des consommateurs qui sont beaucoup moins exigeants que les consommateurs qu'on a pu voir précédemment, hein, que ce soit la pâte à papier, que ce soit les panneaux, que ce soit le granulé ou que ce soit la production de silicium métal. Voilà. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes produits. D'ailleurs, c'est quand on verra quand on les reclasse en termes de valeur, ce sont ceux qui ont le moins de valeur, qui coûtent le moins cher bord de route, on va dire départ camion. Voilà, essentiellement pour cette question-là d'écorçabilité, entre guillemets, si je peux résumer ça comme ça. Alors, on a fait 2 exercices, je vais les passer très rapidement et je m'en excuse une nouvelle fois. 2 exercices particuliers, un exercice sur la consommation de BIBE, pareil pour produire de l'énergie thermique, mais spécifiquement pour sécher du bois d'œuvre. Voilà, ça a été une demande lors du premier Ecopile, donc on a fait des analyses prospectives. Ce qu'on constate, c'est que ça ne fait pas varier extraordinairement la consommation de BIBE. Hein, on est entre 10 et 30 000 tonnes suivant les hypothèses. Donc là, on est à l'horizon 2025. Voilà. Donc ça, c'est du bois qu'on brûle, essentiellement les scieurs hein, chez eux, du bois qu'on brûle pour sécher du bois d'œuvre, pour avoir de la calorie pour sécher du bois d'œuvre. Et on a fait le même exercice, pareil que je pars très rapidement, hein, c'est qu'il ne vous a pas échappé que le granulé, c'est du bois qui a 8% d'humidité et que du coup, les usines de granulation ont des besoins d'énergie thermique pour sécher la matière.
et que ce besoin peut être ou pas couvert par du bois. Donc on a fait également l'exercice de dire, bah voilà, vu qu'on connaît, vu qu'on a estimé, pardon, la consommation de granulés à l'horizon 2030, on peut la convertir en tonnes de BIBE pour sécher la matière première. Et ce qui, pour le coup, n'est pas nécessairement négligeable, puisqu'à l'échelle française, on est à peu près sur 500 000 tonnes de BIBE, sachant qu'il y a des usines de granulés, hein, je l'ai dit, qui peuvent utiliser d'autres sources d'énergie que le bois pour sécher leurs granulés. Je vais en terminer pour ma partie avec un exercice peut-être un peu plus anecdotique, mais qu'on a quand même regardé, qui à l'échelle régionale ne fait pas forcément des volumes extraordinaires, mais à l'échelle nationale, on arrive sur des choses peu ou prou équivalentes au béton bois, sachant que à la différence du béton bois, je pense qu'on a estimé une consommation minimum de BIBE à l'horizon 2030. Là, pour l'utilisation en paillage pour les aires de jeu, je pense que vu les hypothèses qu'on a prises, puisque c'est ça un exercice prospectif, hein, on est plutôt sur l'hypothèse maximum de à peu près 100 000 tonnes de BIBE, essentiellement du bois qui pourrait partir dans les chaufferies, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de cahier des charges strict pour cette utilisation-là à l'échelle nationale. Pour le paillage agricole, je vais donner la parole à mon ami Simon de Solagro, s'il veut bien la prendre. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, le paillage agricole, on a alors c'est vrai que là je présente uniquement les résultats sur Auvergne-Rhône-Alpes vu le temps, mais ça vous donne déjà un aperçu, je pense, de la filière. Donc l'état des lieux actuel, c'est qu'on voit que par rapport à d'autres régions, notamment dans le côté massif central de la région, les litières en plaquettes sont quand même développées pour plusieurs raisons. D'une part parce c'est des régions avec beaucoup d'élevage et avec une dominante élevage bovin, et des régions faiblement productrices de paille. D'où l'intérêt qu'ont eu déjà assez tôt certains éleveurs à substituer une partie des pailles de céréales par de la plaquette. Tout ça, c'est renforcé par le fait qu'il y a des bâtiments, enfin la conception des bâtiments sont plutôt de type où on utilise beaucoup de paillage, ce qu'on appelle les paillages intégral. C'est aussi le fait que les exploitations agricoles là-bas possèdent pas mal de haies et de forêts, donc ils peuvent autoproduire et donc autoconsommer leurs plaquettes. Et puis il y a eu aussi certaines périodes, et notamment aussi en ce moment, un prix de la paille assez élevé qui a incité à ces pratiques. Donc les conclusions qu'on a pu avoir, c'est que du coup, l'usage en bovin viande est déjà pratiqué et pourrait encore se développer. Ça pourrait aussi s'adapter à d'autres filières, porcins, il y a quelques exemples, et équins. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, la majorité qui le pratiquent le font en autoproduction, qui permet d'avoir des coûts de production très faibles, de l'ordre de 15 € à la tonne. Et donc du coup, les retours d'expérience, on les a eus en discutant avec les chambres d'agriculture en particulier. Et ce qu'on observe, c'est que les coûts d'achat maximum pour les quelques projets, enfin les quelques acteurs qui achètent à l'extérieur, c'est de 80-90 € la tonne. Sur le tableau en bas, on voit la situation actuelle en Auvergne-Rhône-Alpes, avec en gros en tonnes par an, donc 7000 tonnes d'exploitants agricoles qui autoproduisent et autoconsomment leurs plaquettes forestières en paillage, et à peu près 10 fois moins, 600 tonnes par an d'agriculteurs qui l'achètent. Donc en considérant une continuité dans le développement, et aussi le fait que d'autres secteurs, notamment porcins et équins, pourraient développer cette filière, on a évalué un développement avec un horizon de 2030 de 18 000 tonnes par an en autoproduction et à peu près 5 000 tonnes en achat. Alors ensuite, sur la filière pyrogasification,
Alors pour expliquer un petit peu plus ce que c'est, je sais pas, on entend de plus en plus parler, mais ça reste quand même quelque chose de très marginal et de pas encore développé, déployé de manière large. Alors c'est une très vieille technologie, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la pyrogasification, c'est ce qui permet de faire, notamment sous sa forme pyro, du charbon de bois par exemple. C'est aussi ce qui a permis de créer les premiers réseaux de gaz en France et dans plein de pays, hein, à la fin du 19e, début du 18e, les réseaux de gaz de ville étaient faits avec de la pyrogasification, pas forcément de biomasse, plutôt de charbon, mais c'était les mêmes procédés. Donc, en partant de la biomasse, on passe par une première étape de pyrolyse qui permet de produire ce qu'on appelle un char, donc c'est du charbon de bois si on part de bois, ou de l'huile qui a une sorte de pétrole de synthèse. Et puis si on continue à chauffer, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un procédé thermochimique, donc c'est un procédé où on va monter en température et selon les conditions de pression et aussi quelques agents, les quantités d'air ou de vapeur d'eau qu'on peut introduire et les durées les rapidités de chauffe, on va orienter en fait le produit initial vers plus ou moins de char, de biohuile ou si on pousse encore à ce qu'on appelle un syngas qui va être composé de monoxyde de carbone, d'hydrogène, de méthane, etc. Donc là, ce qui nous a intéressé, c'est particulièrement une utilisation de ces technologies pour faire du gaz de synthèse, notamment du méthane, où là, on peut venir se substituer au gaz naturel dans les réseaux, ou de l'hydrogène, qui depuis quelques temps, c'est un sujet qui monte avec pas mal de projets en France, avec une production par électrolyse principalement, donc à partir d'électricité, mais certains acteurs se positionnent avec de la production à partir de biomasse. On va voir un exemple après. Et alors évidemment, tous ces produits, tous ces sous-produits de biomasse que l'on a, on peut aussi directement les brûler et retrouver des usages plus classiques sous forme de en cogénération, électricité, chaleur. Et ça, on l'a pas traité spécifiquement. Enfin, ça a été traité par les usages de cogénération qui ont été présentés. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que le syngas, on va le voir par ailleurs. Ensuite, par des transformations complémentaires, on peut l'orienter vers différents produits. J'ai parlé des gaz, hydrogène et méthane, mais on peut aussi faire des alcools, éthanol, méthanol, qui peuvent être des briques intéressantes pour la chimie, et aussi des carburants, de l'essence, du kérosène, du diesel, etc. En ajoutant des briques de procédés supplémentaires. On va revenir dessus par la suite. Tu peux passer à la diapo. À la mise en page, j'ai un petit peu bougé, je crois. Du coup, alors nos conclusions, c'est que on a fait le tour de différents acteurs. Il n'y a pas de projet industriel public identifié à court terme. L'horizon de temps, c'était les 3 ans. Et bon, à notre connaissance, vu le temps de déploiement des projets, il ne nous semble pas qu'il y aurait en tout cas de projets de taille significative qui auront démarré d'ici à 3 ans. Néanmoins, Tenerdis, qui est un pôle de compétitivité et qui accompagne différents acteurs, dit qu'elle accompagne 2 à 3 projets actuellement dans la région. Par ailleurs, en discutant avec Hafner, qui est un fournisseur de solutions de pyrogasification pour produire de l'hydrogène, qui est pas mal sollicité en ce moment, nous a indiqué qu'il avait des échanges assez avancés avec notamment 2 entreprises collecteurs de bois et transformateurs qui seraient intéressés pour développer une unité chacun pour produire de l'hydrogène. Donc j'ai mis dans le petit encadré. Aujourd'hui, Hafner vient juste de démarrer son premier démonstrateur de taille commerciale à Strasbourg. Et qui n'est pas encore complètement, toutes les briques ne sont pas encore assemblées, mais la première partie, la pyrogasification, fonctionne depuis quelques mois. Donc en gros, c'est l'unité type, mais après c'est un assemblage modulaire, on peut grossir en taille, consomme 7500 tonnes de bois par an, plaquettes forestières ou biomasse déchets, et produit 9 gigawattheures par an. Ça représente
de mémoire faut que je revérifie, une quinzaine de bus à peu près. Il coproduit aussi du biochar, c'est-à-dire qu'en plus de produire de l'hydrogène, il fait du char et aujourd'hui il a des valorisations de son biochar en amendement agricole. Il y a des acteurs qui, dans la vente de leurs produits, intègrent du biochar. Ça a notamment des qualités de rétention en eau qui sont intéressantes. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même c'est une filière où il y a des acteurs qui se positionnent. On a encore besoin de démontrer certaines technologies pour la remettre. J'ai dit que c'est une des technologies, mais l'exploiter, faire des gaz relativement purs dans des conditions de sécurité aussi actuelles et à des coûts surtout. On demande à ces filières-là d'être proches de la compétitivité par rapport à des filières fossiles, ce qui est compliqué. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadre réglementaire. Même si on est capable de produire ces gaz-là, on n'a pas l'autorisation, par exemple, d'injecter le méthane dans les réseaux. Il faut accéder à des mécanismes dérogatoires qui commencent à être mis en place seulement maintenant. On n'a pas de mécanisme de soutien à la différence d'autres filières comme la cogénération, même si maintenant ça commence à être. Enfin, il y a des mécanismes quand même par appel d'offres. Sur les filières de type méthanisation, avec tout ce qui est déchets agricoles et production de méthane, il y a des tarifs d'achat, ce qui n'est pas encore le cas sur ces filières à partir de pyrogasification, même si les acteurs sont en discussion et ça devrait arriver dans les temps qui viennent. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à sortir des projets. Il y a aussi le fait que l'acteur, pour démontrer et crédibiliser la filière auprès de l'État, pour mettre en place des structures, essaye de sortir des projets à des coûts de production les plus faibles possibles et se tourne plutôt vers du déchet, déchets bois, voire déchets type plastique, etc., pour avoir des coûts de production les plus faibles possibles. La région est néanmoins aussi active. Elle accueille notamment la plateforme Gaïa au sud de Lyon, qui est une plateforme semi-industrielle avec un démonstrateur qui teste différents intrants avec une technologie déjà éprouvée, mais avec des améliorations quand même significatives. Et ça sert de base pour ANJ pour extrapoler une unité d'une trentaine de mégawatts, mais qui compte pour l'instant, son premier site devrait plutôt être situé au Havre. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante, pardon. Alors, comme on nous demandait des prospectives, donc aujourd'hui c'est assez sur une période de 3 ans, c'est compliqué de voir des sites qui vont émerger. Alors sur le plus long terme, on a essayé de voir, il y a 2 études sur lesquelles on s'est basé. Une étude ADEME sur ces scénarios énergie-climat horizon 2035 et 2050, et une autre étude ADEME qui se focalisait sur le secteur gazier, en gros comment convertir les réseaux gaziers français à du gaz renouvelable, dont la filière pyrogasification avait une contribution significative et dans lequel on a extrapolé les résultats. La deuxième étude, on la connaît bien parce que du coup, c'est nous qui l'avons réalisée. Et donc, les résultats donnaient des ordres de grandeur de l'ordre de, pour cette filière-là, 17 TWh pour la France dans la première étude ADEME, et dans la deuxième, qui poussait quand même les curseurs assez haut, à 90 TWh de bois. Si on avait fait des extrapolations régionales, ça donnait 3 TWh en Auvergne-Rhône-Alpes dans la première étude et 16 dans la deuxième étude. Donc en équivalent millions de tonnes de bois à humidité 50%, on est à peu près à 1,4 million de tonnes dans la première étude et 7 millions de tonnes. Voilà, ça donne des fourchettes très larges. Ces exercices prospectifs, notamment le scénario ADEME, va être remis à jour à l'automne, donc on aura sans doute des nouveaux chiffres et on verra s'ils ont revu à la baisse ou à la hausse ces chiffres. Alors sur la chimie du bois, c'est un autre secteur sur lequel on a réalisé pas mal d'entretiens. C'est un autre secteur où
Donc le bois est composé de différents compartiments. Les composants majeurs en masse, c'est la cellulose, l'hémicellulose et la lignine, qui sont en gros trois grands tiers, plus ou moins répartis selon les essences. Et donc aujourd'hui, à part des valorisations de pâte à papier, il y a peu d'usages massifs qui valorisent massivement le bois en produits, en matières qui peuvent alimenter donc la chimie. Alors il y a un exemple que j'ai pas le temps, enfin on peut revenir après si vous le souhaitez, mais que j'ai supprimé pour avoir une présentation assez courte, qui est en Nouvelle-Aquitaine, qui est une usine de pâte à papier dont 100% de sa production de pâte ne sert pas à produire du papier, mais des produits chimiques, des esters et des éthers. Mais c'est le seul exemple en France. Et je dirais qu'il y a une quinzaine d'usines comme ça dans le monde. C'est des marchés de niche qui ont des productions très pures de pâte à papier de cellulose. Et en dehors de ça, alors concrètement, on n'a pas identifié, pareil, à horizon de temps de 3 ans, de sites de production qui pourraient avoir des consommations significatives en termes de BIBE sur la région, et c'est vrai aussi sur les autres régions, Occitanie et Sud. Ce qu'on a néanmoins identifié, c'est que ce qui pourrait quand même arriver à court moyen terme, c'est des développements en production de biocarburants. Et qui pourrait vraiment apporter si ça se mettait en place, des consommations supplémentaires. Il y a aussi un sujet sur le biochar que j'ai évoqué avec quelques acteurs qui se positionnent dessus, mais à notre sens, les volumes seraient plus fins. Après, ce qu'on voit par contre, ce qui se met plus facilement en œuvre et des filières qui existent déjà et des acteurs aussi qui cherchent à développer ces filières, c'est des valorisations de molécules qui sont présentes en petite quantité dans le bois, ce qu'on appelle les extractibles en général, qui peuvent être extraits de la sève, des écorces, donc tout ce qui va être tanin par exemple ou autre, qui en fait ne vont pas valoriser du volume, mais qui peuvent permettre d'apporter de la valeur ajoutée à une filière d'extraction. On a par exemple observé ça dans le Massif central, où des acteurs cherchent à valoriser des châtaigniers qui sont aujourd'hui en dépérissement, des filières, des forêts, des massifs peu exploités, et du coup d'abord en faisant une extraction sur certains compartiments du bois de molécules de haute valeur ajoutée qui peuvent être ensuite valorisées dans la chimie fine, dans la cosmétique, dans l'alimentaire, peut permettre d'apporter un revenu supplémentaire et donc de mettre en œuvre une exploitation de ces filières, sachant que le gros du bois, ensuite, le reste, la partie massive du bois sera utilisé dans les filières classiques type bois énergie, voire pâte à papier et peut-être pour certaines parties aussi en bois d'œuvre. Voilà ce que je peux dire. Alors, pour revenir sur la filière biocarburant, où là, il y a des annonces récentes qui renforcent la crédibilité d'avoir des sites qui vont émerger en France. C'est bon, il y a une feuille de route de l'État depuis maintenant un peu plus d'un an qui fixe le souhait d'avoir une incorporation de biocarburants dans l'aviation de 2% en 2025, 5% en 2030 et 50% en 2050. Alors, parmi toutes les possibilités pour faire du biocarburant aujourd'hui, il y a plein de voies. Je vous ai mis un tableau en dessous pour résumer en gros les différentes voies. Il y en a plusieurs qui sont à base de bois. Les premières sont sous forme de gazéification, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Après de la gazéification, alors on peut ou bien faire une pyrolyse et faire une sorte de pétrole qu'on va ensuite raffiner. Ça, c'est la première voie tout en haut. Ou alors on peut faire vraiment une pyrogasification où on va avoir le gaz de synthèse, et ensuite ce gaz de synthèse là on peut l'exploiter de différentes manières. On peut ou bien aller chercher à faire des alcools, ou bien faire
une réaction qu'on appelle le Fischer-Tropsch. C'était les Allemands qui ont développé ça pendant la Seconde Guerre mondiale et qui faisaient des carburants à partir de charbon. Et là, on peut aussi reproduire un pétrole de synthèse qu'on va ensuite raffiner pour avoir différents produits. Ces filières sont aussi en compétition avec d'autres filières, notamment des filières qui peuvent exploiter des produits de l'agriculture, ou bien des coproduits, ou bien aussi des filières d'huile, donc des filières de première génération, même si celles-là sont limitées et sont quand même exclues de la filière aviation, et vont être aussi en concurrence avec des filières électriques, donc produire pas dire d'électricité, faire de l'hydrogène et ensuite recombiner l'hydrogène avec du dioxyde de carbone pour faire des molécules, des hydrocarbures liquides. Ça sera sans doute dans un second temps. Tu peux passer à la suite, Julien. Donc si on a essayé de faire une petite à quoi pourrait représenter, si on reprend la feuille de route de l'État avec le taux d'incorporation de 2%, 5% et 50%, et si on fait le pari qu'il y aura à peu près 30% des biocarburants pour l'aviation qui seront faits à partir de bois, on pourrait imaginer qu'à l'échelle de la France, il y a un besoin en 2025 de 0,3 millions de tonnes de bois, donc à humidité 50%, à 2030 à peu près 0,7 et à 2050 7 millions de tonnes. Et quand on regarde des annonces de projets concrets, alors en discutant avec notamment Fibre Excellence, ils nous ont expliqué que Axen, qui a une société qui exploite une technologie développée par l'Institut français du pétrole, qui a développé du coup un procès de fabrication à partir de biomasse, qui s'appelle Futurol. Axen est en train de réfléchir, à étudier en tout cas la faisabilité technico-économique, par exemple, d'intégrer une usine de production d'éthanol pour des biocarburants en association avec une papeterie qui permettrait d'avoir une synergie. Notamment, ils font un cathéorique sur l'usine de Tarascon, pour avoir une synergie avec un site papetier qui a une plateforme d'approvisionnement, qui a aussi des auxiliaires, une station de traitement des eaux usées, de la production de chaleur, d'électricité, etc. Une proximité aussi avec des sites de raffinage de Fos-sur-Mer, par exemple. Donc ça pourrait être des sites intéressants. Aujourd'hui, c'est que des études encore qui sont sur le papier. Je dirais qu'il n'y a pas du tout, ça va pas plus loin. Par contre, il y a eu des annonces sur le site de Gardanne, donc là qui déborde un peu de la région, mais qui est quand même à proximité. Les Bouches-du-Rhône, où il y a actuellement historiquement des centrales au charbon qui, par certains acteurs, les convertissent à la biomasse. Et là, il y a un nouvel acteur, nouvel entrant, qui est uniquement sur la production de carburant à partir d'hydrogène et de biomasse pour l'aviation, qui a annoncé en début de mois signer un accord pour étudier de manière plus approfondie la création d'une unité qui pourrait être mise en service à horizon 2025 à partir de pyrogasification d'une taille de 70 MWh. Donc ça fait à peu près 150 000 tonnes de bois par an à 30% d'humidité, qui serait complété par un électrolyseur pour apporter un complément d'hydrogène. Voilà. Donc ça peut quand même présenter un horizon moyen court terme des volumes de bois non négligeables, sachant que pour cette société-là, Hy2Gen, c'est une première usine qui pourrait servir à lever les risques, à démontrer la faisabilité, et qu'après, eux, ils envisagent des usines qui sont plutôt 5 à 8 fois plus grosses que ça. Donc, ça peut amener un avenir aussi pour des nouveaux débouchés de bois BIBE. Je crois que c'est fini, Julien. Merci Simon. Du coup, on a un peu débordé le temps, mais il me reste plus qu'une diapo à vous présenter. C'est un peu du coup l'exercice au niveau régional. On l'a synthétisé dans ce tableau-là, étant entendu que l'exercice était de dire d'ici à 2025, qu'est-ce qui va augmenter, qu'est-ce qui va baisser. Donc là, vous avez sur la colonne de gauche, on va dire une synthèse des différents débouchés qui ont été analysés. Sur les différents champs, donc les différentes colonnes, vous avez les différents types de produits BIBE. Alors on a gardé la sciure, mais elle n'est pas dans le périmètre de l'étude.
classée par valeur économique. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, la valeur économique, puisqu'elle est souvent négociée, mais ça nous permettait d'un peu classer les typologies de produits. Et ensuite, par débouché, quand c'est en vert, c'est que c'est un débouché qui utilise ce produit-là. Et le chiffre, c'est l'évolution, enfin, l'étude prospective qu'on a fait de la consommation à l'horizon 2025. Donc, c'est juste des plus et des moins. Est-ce qu'on va consommer plus ou moins de tonnes par débouché? La grosse variable, c'est Tarascon, puisqu'au moment où on a fait l'exercice, il y avait toujours la question de savoir s'ils allaient continuer ou pas continuer. Donc on est resté dans cette hypothèse de départ qui était l'hypothèse de travail, hein, malgré les annonces, mais l'hypothèse de travail était si ça ferme, qu'est-ce qui se passe? Donc on a simulé les deux. Est-ce que si ça ferme et si ça continue? Et ensuite, débouché par débouché, suite au contact qu'on a eu avec les différents interlocuteurs, qui se traduisent par est-ce que vous allez consommer plus ou est-ce que vous allez consommer moins d'ici 3 ans, on fait la somme de tout ça. Alors, je vous passe le détail parce qu'on est déjà en retard et voilà. Donc, on fait la somme par catégorie de produits et la somme totale hors sciure, où on voit qu'on aurait, alors je parle au conditionnel, puisque dans ce type d'exercice, il y a toujours une limite, mais on aurait quand même une consommation supplémentaire de BIBE dans le moins bon des cas d'à peu près 180 000 tonnes, et si Fibre Excellence continue jusqu'en 2025, jusqu'à 400 000 tonnes de bois de demande de BIBE supplémentaire. Sachant que il y a une grosse variable, hein, on le voit, hein, c'est la demande pour la production de granulés blancs, et je conclurai là-dessus, où là, c'est difficile de savoir s'ils vont consommer de la sciure, de la plaquette de scierie ou du billon. Suivant les interlocuteurs qu'on a eus, on est arrivé à avoir l'info. Comme on n'a pas appelé toutes les usines de granulés, parce qu'il y en a quand même beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes, on a dû extrapoler. Donc, il y a quand même une partie de l'analyse qui est vraisemblablement biaisée par ça, même si on l'a fait avec le plus de rigueur possible. Je me permets de conclure ici et de ne pas commenter plus pour laisser vraiment un temps aux questions parce qu'on a déjà débordé et je pourrais effectivement revenir s'il y a lieu de revenir sur les éventuelles questions et remarques suite à cette présentation. Merci pour cette présentation très dense. Voilà, donc on vous voit pas, donc je sais pas, on n'a pas vu de questions dans le chat. Et ce que je vous propose, si vous avez des demandes de précision ou des commentaires, c'est d'ouvrir votre micro et d'intervenir si vous le souhaitez. Pour la production de black pellet, l'utilisation d'écorce, c'est surtout de l'écorce résineux ou ça peut être aussi écorce feuillue chêne? Est-ce que vous avez la précision? Non, on n'a pas la précision déjà parce qu'on n'a pas la réponse de savoir s'ils peuvent utiliser de l'écorce. Voilà. C'est la réponse qui nous a été faite par le seul opérateur qui est Orepen de biomasse qui vend la technologie. C'est qu'il faisait des tests pour pouvoir utiliser l'écorce. Pour l'instant, il l'avait fait à partir de résineux, mais voilà, ça veut pas dire que ça ne répond pas à votre question. Et ça s'est arrêté là. Voilà. Ils sont toujours en phase de test sur ça, donc j'ai pas la réponse à cette question. Donc c'est une volonté plutôt pour l'instant. C'est une volonté, ouais. Avec Alors, j'en reviens à la limite de l'exercice. Hein. C'est une discussion informelle sur quelque chose qui, voilà. Enfin, vous avez vu les perspectives de consommation de granulés, donc vous comprenez bien que le type d'échange avec ces opérateurs-là est pas forcément évident parce qu'il y a de l'enjeu. C'est des gens qui ont mis de l'argent pour développer une technologie. Donc, j'essaie toujours d'avoir un regard un peu neutre par rapport à ce qu'ils nous disent, ce qui est compliqué puisque c'est quand même eux qui ont l'information. Eux, le retour qu'ils font est quand même plutôt très positif. Pour eux, ils vont pouvoir utiliser de l'écorce. C'est moi qui, entre guillemets, par rigueur intellectuelle, mets tous les guillemets qu'il faut mettre, parce que voilà, je n'ai qu'une seule information que je n'ai pas pu croiser avec d'autres sources d'infos. Voilà. Merci. Savoir qu'effectivement, le black pellet, sa destination est un peu différente
enfin potentiellement un peu différentes puisqu'on ça vise essentiellement des consommations industrielles, notamment en substitution du charbon. Voilà. Merci de la précision. Oui. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Profitons de nos chargés d'études au cours de cette réunion pour leur poser les questions, si vous en avez. Je vois Katia, je pense, qui a ouvert son micro. Marinette, je voulais juste préciser, comme dit Julien, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait du matériel qui puisse brûler l'écorce ou du feuillu, ce qui n'est pas forcément le cas. Il n'y a que des grosses chaudières, on dira à 100 kilos et plus, parce que le système pour brûler ces produits, il faut qu'il y ait des grilles et des choses comme ça. Et donc, ça, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je pense que c'est aussi pour ça, Julien, qui met beaucoup de guillemets, mais il en a bien raison. Moi qui suis là-dedans depuis 20 ans, je dis le feuillu et l'écorce, trouvons d'abord le matériel pour le brûler. Je suis expert pour Xylo Futur, je vous dis, ils veulent essayer aussi de broyer des cèpes en Aquitaine, c'est pareil. Si on n'a pas le matériel pour brûler, ça sert à rien d'en fabriquer. Après, c'est une idée, mais... Non, la question est un peu différente, Katia, si je peux me permettre de commenter. Là, effectivement, les producteurs de pelés blancs n'utilisent pas d'écorce parce qu'effectivement, derrière, ça a un impact notamment sur le taux de cendre et sur la composition chimique des cendres lié au matériel qui est utilisé, effectivement. Mais ça, c'est pour le granulé blanc. Pour le black pellet, comme il y a un traitement thermochimique, donc la technologie européenne de biomasse, c'est par vapocraquage. Donc on alterne des moments avec des hautes pressions et des moments de basse pression en présence de vapeurs d'eau qui font exploser le bois. Et ensuite, c'est ce bois explosé qu'on récupère et qu'on va compresser pour faire du granulé. Je fais la version courte. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup, la question et les tests qui sont faits, c'est est-ce que quand on a cette phase de vapocraquage, on peut utiliser de l'écorce dans cette phase de vapocraquage, donc pas en combustion, hein, et on va avoir de la sciure avec une part d'écorce dedans. Et du coup, si on l'utilise ensuite, ce granulé fait suite à cette étape de vapocraquage, est-ce qu'on a également des problèmes de taux de cendre et de composition des cendres? Voilà, c'est ça qui est testé et analysé. Voilà. Mais parce qu'il y a une étape de vapocraquage entre les deux. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question concernant les déchets de classe B. J'ai cru comprendre dans vos premiers slides que seul le recyclage panneau permettait ce recyclage justement de panneaux. Est-ce bien ça ou est-ce qu'il y a d'autres filières que vous avez identifiées, d'autres débouchés? Alors, le classe B, j'en ai effectivement parlé en début d'étude, justement pour dire que c'était en marge de l'étude, c'est-à-dire que c'était pas dans le champ prospectif au départ, mais qui s'est avéré effectivement qu'il y avait certains utilisateurs qu'on auditait qui avaient la possibilité d'utiliser du bois de classe B et du coup d'utiliser moins de BIBE. Je l'ai cité comme étant une limite de notre étude parce que c'est compliqué de pas analyser le classe B, mais de savoir qu'il y a certains utilisateurs qui peuvent l'utiliser. Les utilisateurs qui peuvent l'utiliser, qui nous ont cité pouvoir l'utiliser, c'est effectivement les fabricants de panneaux, notamment pour la production de panneaux de particules, à savoir néanmoins que ça leur demande des équipements particuliers pour traiter ce bois-là et que toutes les usines ne sont pas équipées pour l'accepter. Mais il n'empêche que le plus gros qu'on a eu, hein, qui est Swiss Chrono, fait des investissements là en ce moment, on va faire des investissements très récemment, très prochainement, pardon, pour utiliser une part de bois de recyclage
Alors, de mémoire, je crois que c'est du classe A qui vise pour le coup, pour la production de panneaux de particules et pour être moins dépendant sur la sciure notamment. Voilà. D'accord, très bien, Je ne merci. sais pas si ça répond à la question, mais et les autres utilisateurs qui peuvent utiliser du classe B, bah, typiquement européenne de biomasse, au même titre que l'utilisation de l'écorce, nous ont indiqué faire des tests pour voir s'ils pouvaient utiliser du bois de recyclage, classe A, classe B. Voilà. Ferropem nous a indiqué avoir fait des tests pour utiliser du classe B, mais que ça ne marchait pas. Donc classe A, classe B, les deux, ils l'ont pas pris. Pour les chaufferies, bah, c'est le contexte réglementaire que vous connaissez hein, sur le classe A et sur le classe B. Et voilà, grosso modo, les utilisateurs. Après, pour la pyro et chimie verte, je ne sais pas si Simon, tu as des réponses à ça, effectivement. Effectivement, aujourd'hui, le bois B, alors, est recherché par ceux qui, c'est un des intrants qui est visé par pas mal d'acteurs qui souhaitent se positionner sur la pyrogasification. Parce que du coup il est pas cher, mais bon aujourd'hui il n'y a pas, ça dépend à quel horizon de temps vous voulez regarder. Aujourd'hui concrètement il n'y a pas de demande aujourd'hui. Alors donc il faut suivre et si l'État met en place, et c'est en discussion, des mécanismes de soutien, notamment des appels à projets pour accéder à des mécanismes de soutien de type tarif. On pourrait avoir l'émergence quand même de projets, y compris dans la région, qui pourraient consommer du bois B. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir donc remercier Simon et Julien de s'être rendus disponibles ce soir pour vous faire une présentation de cette étude. Sachez que donc le diaporama est disponible ainsi que l'enregistrement pour ceux qui n'auront pu participer, mais aussi si vous souhaitez pouvoir en bénéficier. Je vous propose de vous adresser le diaporama à tous ceux qui ont participé ce soir. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, nous vous souhaitons une bonne soirée et vous disons à bientôt.